Bonsoir à toutes et à tous. Je suis désolé de ne pas être là avec vous ce soir. J'espère néanmoins pouvoir vous donner quelques éléments utiles sur ce beau film. Commençons par le réalisateur. Alan Huguetto est documentariste, scénariste et metteur en scène. Il a réalisé ses premiers films au début des années 80 et il a remporté les Césars du meilleur court-métrage d'animation en 1985 avec La Boule. Ensuite, il a travaillé surtout comme documentariste, mais il est revenu à l'animation en 2013 avec son premier long-métrage, Jasmine. Dans Jasmine, Huguetto raconte son histoire d'amour avec une jeune Iranienne dans les années 70 et il explore déjà certaines techniques qu'on retrouve dans Interdit aux chaînes aux Italiens. Pour ce qui est de la narration, Huguetto mêle son histoire personnelle avec la grande histoire. Pour ce qui est de la mise en scène, les images en stop motion sont renforcées par celles réelles, documentaires. De plus, les récits s'accompagnent toujours d'un méta-récit. La réalisation du film elle-même fait partie de l'intrigue. Venons donc à l'histoire du film. Dans Interdit aux chaînes italiennes, Huguetto retrace l'histoire de sa famille au début du XXe siècle, quand son grand-père Luigi et ses frères laissent les montagnes piémontaises et plus précisément un tout petit village près du Mont Viso, nommé Ughettera, la terre des Huguetto, où la plupart des habitants, qui sont paysans et charbonniers, s'appellent justement Huguetto. À l'époque, en 1899, le grand-père du réalisateur Luigi a 20 ans et il laisse son village parce que sa famille n'en a pas assez à manger pour passer l'hiver. En l'espace d'un siècle, entre les années 60 du 19e siècle et les années 60 du 20e, plus de 25 millions d'Italiens abandonnent leur pays pour aller chercher du travail en Suisse, en Belgique et bien sûr en France. Tout d'abord, il s'agit d'une émigration saisonnière, mais bientôt, comme dans le cas de Luigi, elle devient définitive. Sur le chantier du tunnel du Samplon, en 1905, Luigi connaît Cesira, la grand-mère du réalisateur, qui vient elle aussi d'une famille piémontaise. Il tombe amoureux et il se marie. Je ne veux pas trop en dire, c'est une histoire très simple et très commune pour des émigrés italiens de l'époque. Luigi et Cesira ont des enfants, ils déménagent souvent et toujours à la recherche d'un travail. Ils traversent des difficultés et des douleurs, comme quand Luigi est appelé à combattre pendant la guerre italo-turque en Libye et pendant la Première Guerre mondiale. Et ils font face des deux côtés des Alpes à la violence du fascisme. Et malgré tout cela, ils cultivent toujours l'espoir d'avoir leur terre, ce qui finalement arrive peu avant qu'ils soient naturalisés français. C'est l'un passage de la misère plus absolue à un relatif bien-être où Goethe l'exprime non seulement par les récits, mais aussi par les décors. Au début, il est très pauvre, rustique. Je pense par exemple aux maisons en carton déchiré. Et puis, il devient de plus en plus riche en détails. Les matières utilisées deviennent plus nobles. En effet, d'après moi, la beauté du film ne réside pas tant dans son intrigue que dans l'habileté du metteur en scène. Sa touche est capable d'être résolue ou délicate selon la nécessité, exactement comme celle de son grand-père, qui peut utiliser sa pioche pour percer la roche ou, comme vous le verrez, pour adresser une fleur à sa belle. Tous les récits se déroulent comme un dialogue imaginaire entre l'auteur et la figurine de 23 cm qui reproduit sa grand-mère Cesira, qui est morte en 1962, quand Alan Huguetto avait 12 ans. Le petit-fils voudrait retrouver ses racines, il pose des questions à sa grand-mère qui lui répond en évoquant son histoire. Sauf que les choses ne se sont pas déroulées de cette manière. Huguetto lui-même l'a raconté à plusieurs reprises. Je voudrais donc vous décrire brièvement sa manière de travailler. Pour découvrir l'histoire de sa famille, il y a 10 ans, il est parti en Italie pour visiter Ughettera, où toutefois il ne restait plus de témoins de l'époque de ses grands-parents, et plus généralement, il ne restait pas grand-chose du village. Huguetto y a quand même récupéré des choses qui devaient faire partie du quotidien de sa famille. Les châtaignes qu'on utilisait pour la polenta, du charbon de bois, des brocolis et bien sûr de la terre. Tous ces objets feront partie du décor du film, donnant une dimension, pour ainsi dire, organique à la reconstruction du village.
Les châtaignes deviennent les pierres qui balisent les chemins et les brocolis des arbres, le charbon des montagnes. En outre, l'auteur s'est adressé d'un côté aux membres vivants de sa famille pour retrouver tous les petits et les grands faits qui articulent les récits, de l'autre côté au livre d'un écrivain piémontais, Nuto Revelli, qui s'est beaucoup occupé des migrations des Italiens avec un regard de sociologue. En particulier, Huguetto cite souvent Les Mondes des Vaincus, où Revelli a recueilli des centaines de témoignages des paysans de la même époque que Luigi Cesira, qui lui ont parlé de la femme, du travail des enfants, des vexations de l'État et de l'Église et de l'abandon des montagnes. En effet, l'État et l'Église n'apparaissent dans les films que pour soustraire quelque chose. L'État accapare les gens qui travaillent pour les mener à la guerre. L'Église exige une partie de la récolte, déjà maigre, pour satisfaire l'appétit du curé. Dès la paroisse, on ne voit que les clochers qui émergent du nuage très éloigné. L'État, quant à lui, est tellement loin qu'il reste complètement invisible. La nation apennée devait apparaître ainsi aux paysans de ces hameaux égarés dans les montagnes. La famille que Huguetto nous décrit est donc le seul noyau social auquel l'individu peut s'adresser en cas de besoin. Et même la communauté du village est presque absente. Celui-ci est peut-être une des limites de la reconstruction d'Huguetto. Il faut d'ailleurs penser que les travailleurs italiens qui arrivaient en France déménageaient souvent. Il était probablement difficile de créer des liens en si peu de temps. Et de plus, il y avait un certain racisme. Cela nous conduit au titre du film. Après ma première vision, j'avais quelques perplexités sur le choix de l'auteur. Je m'attendais à l'histoire d'un petit garçon italien qui grandit dans une société hostile, et bien rien de tout cela. Une certaine forme d'italophobie n'est présente dans les films que de manière très épisodique, et toutes les fois qu'elle se manifeste, elle est ridiculisée ou liquidée comme une bêtise. Même dans les scènes qui donnent les titres au film, où on voit une pancarte qui dit interdit aux chaînes aux Italiens, l'auteur préfère garder une certaine distance vis-à-vis du drame, par le biais de l'ironie. La pancarte devient ainsi l'objet d'une drôle explication digne de La vie est belle. Or, cela ne veut pas dire que les émigrants italiens n'ont pas souffert le racisme. Le même Huguetto raconte qu'il n'a jamais entendu sa grand-mère parler en italien, et on sait bien que les parents italiens ne parlaient pas à leurs fils dans leur langue d'origine, sans doute pour les protéger. Après une deuxième vision, j'ai mieux compris les propos de l'auteur. En effet, il semble donner au racisme la représentation qu'il mérite, quelque chose de ridicule, une expression de la stupidité humaine. Pour terminer, je voudrais aborder un aspect technique de la réalisation qui a des conséquences importantes sur la narration et qui met en lumière ce qui est, à mon avis, l'un des thèmes principaux du film. Comme je l'ai dit, interdit aux chants et aux Italiens est un film en stop motion ou animation en volume. Cette technique prévoit l'utilisation des marionnettes, souvent réalisées avec de la pâte à modeler, et d'autres objets réels à leur échelle. Tous ces objets sont légèrement transformés ou déplacés, pas à pas, entre une prise de vue de la caméra et l'autre, pour donner l'illusion du mouvement lorsque les photogrammes sont projetés l'un après l'autre à cadence normale. Or, comme vous le verrez d'ici peu, l'atelier où Huguetto réalise les décors et les personnages du film fait partie du récit. Cette mise en abîme permet à l'auteur, d'une part, de prendre ses distances vis-à-vis de l'histoire qu'il raconte. Il renforce l'ironie. J'ai oublié en effet de dire que le film est plutôt amusant. D'autre part, à l'inverse, elle lui permet de se rapprocher physiquement à ces personnages, de jouer avec eux, et en même temps d'approfondir un sujet qui lui tient à cœur. En effet, tout comme dans son premier long-métrage Jasmine, Huguetto ne se borne pas à mettre en scène son atelier. Il se met en scène. Ou mieux, il met en scène sa main.
qui est une des véritables protagonistes de cette histoire, car elle interagit et entre en relation avec les autres personnages. On voit littéralement les marionnettes prendre vie sous la touche de l'auteur. La présence de cette main créatrice est importante car interdit aux chaînes italiens et, entre autres choses, un récit sur les mains. Sur les mains d'Ughetto qui réalise les décors, sur les mains de son père Vincent qui lui a transmis son talent de bricoleur, mais surtout sur les mains des travailleurs italiens comme Luigi, qui ont construit des barrages, des maisons, des tunnels, des routes entre la Suisse et la France tout au long de la première moitié du XXe siècle. Vous allez noter la taille remarquable des mains de toutes les marionnettes. En effet, ce n'est pas un hasard si les premiers titres d'interdit aux chaînes italiens étaient main d'œuvre, mano d'opera. Ughetto voulait mettre l'accent sur ce que les mains peuvent et savent faire, sur les thèmes de la transmission du savoir de main en main. Et je trouve qu'en ce sens-là, le film est parfaitement réussi. En conclusion, Ughetto nous fait réfléchir sur un phénomène complexe comme l'immigration, toujours d'actualité. Il conjugue son histoire familiale et l'histoire d'un peuple en mouvement avec une poésie qui ne s'appuie pas sur l'élégie, voire sur la mélancolie, mais bien sur l'ironie. Une ironie toujours respectueuse, délicate. Voilà. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous souhaiter une très bonne projection et à vous remercier pour votre attention. Bonne séance.